Quand j'étais petite, j'avais un grand rêve, je visualisais profondément, je pense que j'avais un besoin vital d'expression. Et donc je le remercie, ce prof, à m'avoir humiliée comme ça devant tout le monde, à me dire que je ne serais jamais actrice, que je n'avais pas de talent, que ce n'était pas possible pour moi. Ce qui est très drôle avec Julie, c'est qu'elle est arrivée là tout à l'heure en vélo. Je lui dis, il y a des gens qui viennent de toute la France. Elle dit, ah bon, mais pourquoi ils viennent? J'ai envie de rôle, j'ai envie de faire une badass, Ouais. une femme qui se bagarre. Et comment tu as fait la place à la mère, justement? Alors que tu étais en plein boom. Oui, et puis d'ailleurs, il faut laisser la place à la femme aussi. J'ai envie de les protéger, les femmes. Ça veut dire qu'il y a une vraie sororité chez moi. Très heureux, donc il y a une transmission très positive d'être en France et d'être française. Donc la culture française, je la respecte et je l'aime profondément, mais je me sens appartenir au monde. D'accord. Personne n'a le droit d'abîmer ou d'éteindre ta flamme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass avec aujourd'hui une invitée qui est tout simplement l'une des actrices les plus talentueuses, populaires au sens noble du terme de sa génération, Julie Debona. Salut Julie, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça fait plaisir d'être présentée comme ça, merci. C'est un bonheur de te recevoir. Merci donc d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Avant de démarrer cette émission, je voulais évidemment remercier notre partenaire Sub de Pub et notre public. Il faut savoir, Julie, qu'aujourd'hui dans le public, il y a des gens qui arrivent de Nancy, d'Annecy, qui arrivent d'Évreux et même de Suisse. Juste pour te voir, c'est la première fois tout simplement qu'on a des gens qui ont organisé un voyage, des nuits d'hôtel. Et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir. On parlera de ton rapport au public. On va revenir sur toutes les étapes de ton parcours, sur les moments clés, sur tes inspirations. Et avant de démarrer, j'ai une anecdote comme ça. Je me rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 6 ans chez TF1 pour le lancement du Tueur du Lac. On avait fait une interview. Et je me rappelle que je m'étais dit, au-delà du talent, elle a un truc. Elle est faite pour ça. Ah oui? La première question que je voulais te Je suis poser... faite pour les interviews, c'est ça? Non, elle est faite pour ce métier d'actrice et les interviews. Parce que je n'étais pas très à l'aise en interview à l'époque en plus. Alors, ça allait parce que tu as cette spontanéité-là qui te caractérise beaucoup. Je pense que c'est pour ça que le public aussi te suit et que tu es aussi populaire auprès d'eux. Écoute, Mais vraiment, je suis très touchée, mais on va leur poser la question, ça m'intéresse en plus. On va leur demander, et vous le savez, il y aura un moment évidemment pour les questions et les réponses. Et donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu étais faite pour ça, ce métier d'actrice? Faite pour le métier d'actrice. Le métier d'actrice. C'est long, c'est très très long de se valider soi-même, je pense. Donc, je pense que j'ai été faite depuis toujours, avec du recul. Je peux te dire, j'étais faite pour ça. Aujourd'hui, ça y est, je le dis, je pense que j'ai trouvé ma place au sein de la société, enfin la place qui me correspond le plus pour pouvoir être épanouie et heureuse et tout. Ça, c'est quelque chose qui me correspond. Mais c'est long pour se sentir légitime, se valider en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bonne, faite pour ça, est-ce que les gens vont apprécier, tout ça c'est long. Je pense que le moment où j'ai peut-être le plus validé, il faudrait que je trouve un moment. Mais... Est-ce que c'est dans l'enfance déjà? Tu t'imaginais déjà actrice? Parce que c'est pas écrit d'avance. Tu as un père informaticien, une maman couturière. Oui. Je veux dire, t'as pas évolué dans ce milieu-là. On vivait dans le sud en plus, donc à c'est Montpellier. pas. Oui. Enfin, j'ai grandi un peu à Paris. Enfin, à Boulogne, précisément. Et on est descendu assez vite dans le sud. Et puis, j'ai beaucoup vécu dans le sud. Parce que ma maison de famille d'enfance, avec tous mes cousins, était à Perpignan. Et j'ai grandi à Montpellier. Je suis très liée au sud, au soleil, à la mer, à cette ambiance-là. Donc venir à Paris, alors heureusement que j'avais vécu un petit peu Paris quand j'étais jeune, parce que j'aimais bien, mon père me faisait sortir au musée, j'avais déjà eu un abonnement au théâtre quand j'étais toute petite et j'avais adoré ça, donc j'avais ces souvenirs-là qui étaient positifs. Donc revenir à Paris à 19 ou 20 ans, oui, c'est quelque chose de quitter l'ambiance du sud, c'est-à-dire la nature, l'accès à la plage, l'accès aux Cévennes, l'accès au Pic Saint-Loup très facilement. Mais tu le fais parce que tu as un objectif, c'est d'intégrer une école de théâtre. C'est ça la raison de ton retour à Paris? Oui, en fait, c'est toujours très... J'espère qu'il faut que je sois efficace et que je rentre dans des... Non, mais c'est vrai que je suis toujours à me poser des questions. Je n'ai pas vraiment les réponses toutes faites. Mais j'ai l'impression qu'on a un grand rêve
quand j'étais petite, j'avais un grand rêve. Je visualisais profondément. Je pense que j'avais un besoin vital d'expression. Ok. Et donc, de mon histoire, je pense, par mon histoire. Et je me visualisais actrice dans les rêves les plus fous. Enfin, je m'imaginais être Sophie Marceau, donc pour clairement te dire, très bien. Parce que j'aimais cette femme, mais je l'aimais comme si c'était ma sœur. Enfin, je ne sais pas pourquoi, et j'imaginais ça. Et ça ne voulait pas dire que j'allais le faire. Je ne m'autorisais pas à le rêver, je ne m'autorisais pas à être et tout. Et donc, petit à petit, c'est la vie. Et c'est ça qui est fou, c'est que même moi, j'y croyais pas, même moi, je me serais peut-être pas autorisée à le faire. Et la vie m'a envoyé des signaux assez évidents, assez flagrants. Et donc, petit à petit, c'est arrivé là, tu vois, mais c'est pas... Il y a une forme de visualisation et de volonté, de force vitale, et une forme de la vie qui te dit oui. Enfin, il y a ça aussi quand même. Et justement, la vie qui te dit oui, ces signaux dont tu parles, est-ce que tu en as un en tête particulier où tu te dis « Ah, là, quand même, j'ai l'impression que mon chemin, c'est d'aller vers ce métier-là » ? Tu te rappelles de signaux ? Les tout premiers, je crois que c'est ma mère qui me les a donnés. C'est ma mère qui m'a... Enfin, le tout premier, je demande, je ne sais pas pour quelle raison, d'aller faire un cours de théâtre pour pouvoir m'exprimer à ma mère, qui me dit oui. Donc déjà, le signal est positif à ce niveau-là. Et je fais un cours de théâtre. Et la première représentation en public de ce cours de théâtre, il y a un metteur en scène d'opérette. Alors, on n'était pas dans du théâtre et tout, mais dans des opérettes professionnelles, qui me dit t'as quelque chose, est-ce que tu veux venir faire avec moi des opérettes ? Donc, j'ai dit... Ok, tu vois, dire que la vie m'a amené, j'avais 16 ans je crois, donc hop, j'ai fait des opérettes, hop, je suis montée sur scène, ça m'a tellement plu, et c'est venu, tu vois. Cette première fois sur scène, est-ce que là tu te dis ok, je suis à ma place, ou en tout cas je vais tout faire pour y arriver là? C'est là que c'est compliqué, c'est là que tu te dis, dans mes rêves les plus fous, je trouve ça génial, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une vibration qui est très forte, mais tu n'en as pas conscience, tu ne dis pas... Mon père a eu cette sensation, il m'a dit, il a été très ému le jour où il m'a vu sur scène la première fois. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc mes parents ont quand même eu cette révélation. Ils t'ont toujours soutenu dans cette ambition-là? Ma mère absolument soutenue. Parce qu'elle avait vu le talent en toi, ou elle est juste que tu sois épanouie? Ouais, je crois que c'est ça. Ma mère, elle voulait que je sois heureuse. Je crois qu'elle n'a pas réussi, elle, à s'épanouir dans sa vie comme elle aurait voulu. Elle aurait voulu faire plein d'autres jobs et elle ne l'a pas fait. Ma grand-mère ne lui a pas autorisé à le faire. C'est une autre époque, tu vois. Et donc, elle avait plein de talents, de couturière, plein de choses et tout qu'elle n'a jamais pu exprimer. Et quand j'ai apporté ça, moi... Elle n'a jamais brimé, elle l'a tout de suite ouvert et elle m'a vraiment soutenue, ce qui est fou parce qu'elle était très timide, elle n'avait pas... Et mon père, lui, avait beaucoup plus peur. Il voyait le danger partout. Plus terre à terre, c'est pas un métier. Tu l'as entendu, ça ? Un homme qui veut protéger sa fille de la jungle. Donc ça, je peux comprendre, sauf qu'il a eu cette révélation aussi en me voyant... Il était embêté, quoi. Il a dit, waouh, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu vas y arriver, c'est compliqué. Il peut être un peu plus pessimiste, il faut que je lui fasse mes preuves. Voilà, mais donc c'est dans cette ambiance-là, mais on était à Montpellier, ils n'y connaissaient rien, on n'avait aucun lien. Enfin, tu vois, tout est en danger. Tous les warnings rouges sont ouverts à ce moment-là. Et donc c'est petit à petit que les preuves sont arrivées. Parce que moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de folle là-dessus. Tu es quelqu'un de raisonnable, d'hypersensible, et en même temps, il y a cette super détermination. Ouais, c'est vrai. On voit peut-être du doute, mais c'est allié aussi à une volonté d'avancer. Et puis, tu as franchi comme ça toutes les étapes. Le café-théâtre, il y a eu des courts-métrages, tout un tas de choses comme ça. Et donc, les choses sont allées dans le bon sens. Est-ce que tu t'es senti évoluer, progresser, aller en bon chemin avec le temps comme ça ? C'est-à-dire que, voilà, ça c'était le tout petit démarrage dont on parlait, mais à partir du moment où après j'ai passé le concours du conservatoire, j'ai passé un casting au théâtre, et c'est ma mère d'ailleurs qui avait vu l'annonce et tout, et j'ai été prise, et en fait tout était assez évident, les signaux se sont ouverts très facilement pour le café-théâtre. Hop, j'ai été prise et j'ai eu mon statut d'intermittent à 19 ans, je crois. Ensuite, j'ai fait le concours du conservatoire et j'ai été prise à l'unanimité à Montpellier. C'était un concours... d'initiation au conservatoire. Et donc, les voyants étaient ouverts à cet endroit-là. Mais moi, je n'étais pas convaincue.
Je pense que c'est... Qu'est-ce qui bloquait? Est-ce que c'est le fameux... Mais c'est la confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir? On ne se sent pas légitime? Oui, parce que tu dis, mais est-ce que moi j'ai quelque chose en plus? Enfin, c'est vraiment une sorte de confiance de est-ce que je suis à ma place et tout. Mais tous les voyants étaient ouverts, donc j'avançais. Même ma mère me poussait. J'avançais. Pourtant, c'est moi qui ai initié le truc, je pense vraiment. J'avançais et puis la vie me montrait que c'était vraiment quelque chose qui était évident. Et puis après, ça m'a pris aux tripes et je ne pouvais plus le lâcher. Et au moment où la biochimie prenait beaucoup trop de place et tout, j'ai choisi le conservatoire, j'ai choisi le théâtre, et j'ai tout explosé. Même le syndrome de légitimité, il était là, puisqu'en plus, il y a eu des barrières, il y a eu des obstacles, il y a eu des profs du conservatoire qui m'ont dit que je ne serais jamais actrice. Et en fait, merci. Merci. Parce que comme je n'avais pas confiance, je pensais que j'y arriverais pas à la légitimité, j'étais un peu timide. Pourtant, tous les voyants étaient ouverts, donc... Il fallait que quelqu'un me dise t'y arriveras pas. Non, il ne faut pas le faire. C'est pas pour toi. Parce que là, j'ai fait ah bon. Et là, ça se réveille. Donc, je pense que ça, c'est plutôt ton énergie. Il y a les gens qui veulent absolument gagner, puis il y a les gens qui veulent jamais perdre. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant. Et moi, je me construis comme ça aussi. Si je veux pas forcément tout gagner, mais si tu me dis ça, tu vas pas y arriver, c'est obligé que je vais tout faire. C'est une autre énergie. Alors moi, ce sera pas par acharnement ou pour prouver qu'ils ont tort. C'est que je le remercie d'avoir dit ça parce que ça m'a réveillé en moi un besoin vital de le faire. D'accord. Et donc là, j'ai pas lâché. En fait, ça s'est réveillé en disant j'ai besoin de ça. D'accord. Il y a un réel besoin qui s'est réveillé alors qu'avant c'était trop de voyants ouverts, est-ce que je suis légitime, je sais pas et tout. Et là, le besoin, il s'est réveillé comme un feu en moi qui ne m'a plus lâché. Qui t'a plus jamais lâché. Et donc je le remercie, ce prof, à m'avoir humiliée comme ça devant tout le monde, à me dire que je serais jamais actrice, que je n'avais pas de talent, que ce n'était pas possible pour moi. Une espèce d'injonction qui m'est tombée sur la figure. Et ça a réveillé le monstre en moi, de dire ah bon, non, en fait, je le sens moi et je vais le prouver. Mais me le prouver à moi-même. Hein. Est-ce qu'au final, avec le recul, peut-être que lui pourrait tenir ce discours-là aujourd'hui d'ailleurs, il pourrait pas dire je l'ai fait exprès, je voulais provoquer ça en elle, ou tu penses qu'il était juste méchant avec toi? Non, je pense qu'il y a tout, rien n'est tout noir ou tout blanc. Je pense que vraiment il en voit tout le temps. Tu sais, c'est des gens qui voient tout le temps des acteurs et tout ça, donc il a vu qu'il y avait pas chez moi. J'étais endormie, effectivement, j'étais pas en confiance, donc il a vu que j'étais pas comme les autres. Enfin, tu verrais les autres au conservatoire, ils déclamaient, ils faisaient des impros, ils avaient peur de rien. Moi, j'étais tétanisée par ça, mais tétanisée en disant je n'y arriverai jamais. Et donc, il encourageait ces gens-là, ce qui était normal et tout. Et moi qui faisais rien, il avait une part de vérité dans ce qu'il a dit, que je n'avais pas pris ma place, que je n'étais pas, et donc il n'avait rien à faire là. D'accord. Donc, il y avait une méthode très violente de le dire à un élève que ça aurait pu écraser, et en même temps, si ça écrasait... Alors, c'est pas vrai, parce que là, ce que je vais dire est vraiment faux. Ce que j'allais dire était totalement faux, je m'arrête dans ma pensée. C'est-à-dire... C'est pas parce que ça va écraser un élève qui ne fait plus rien et l'anéantir qu'il n'avait pas sa place. D'accord. Mais on pourrait penser ça. On pourrait se dire que si ça anéantit quelqu'un, ça veut dire bon bah t'avais pas ta place là-dedans puisque le feu ne s'est pas réveillé. Moi, je suis la preuve vivante, voilà, que quand on écrase, qu'on lui dit non et tout, le feu peut se réveiller et ça provoque une carrière et tout. Donc ça voudrait dire que j'avais ma place. Mais c'est ma personnalité. C'est ta personnalité. Une autre personnalité, ça peut totalement l'écraser et c'était pas juste non plus. C'est vrai. Et ça aurait pu écraser un talent naissant qui aurait pu être merveilleux, mais qui avait une autre manière d'exprimer sa personnalité, pas par la colère. Moi, c'est quelque chose qui était très habité chez moi au démarrage. La colère, le feu, l'émotion très forte. J'ai été très intense dans mes rôles après. Ça a réveillé ça. Ça a réveillé ce sentiment-là dans ton jeu d'actrice aussi. En fait, ce prof t'a peut-être permis de penser que tu aurais pu perdre tout ça. Et tu t'es dit, en fait, non, je ne veux pas le perdre, c'est sûr que je suis attachée à ce métier-là. C'est peut-être aussi ça que ça a pu réveiller. Parce que le jour où il m'a dit, en tout cas, c'est comme s'il bafouait tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, toute cette émotion que j'essayais de sortir. Il disait que j'avais que je n'avais pas ma place, que je n'étais pas faite pour ça. Et ça a réveillé un torrent. C'était très violent à vivre, très, très violent. Et donc, je ne suis pas fini mon conservatoire. Et très orgueilleuse en plus, j'ai été. Julie, t'es orgueilleuse comme ça? Ouais, mais terriblement orgueilleuse. Non, je le dis, je travaille mon orgueil tous les jours, mais je l'assume, ce qui fait que comme je sais que je le suis, mon but est
d'essayer, quand je le sens qui arrive, de ne pas rentrer là-dedans parce que ça n'a aucun intérêt. Alors, je dis à une copine aussi du métier, de temps en temps, il y a un orgueil très positif quand même. Il y a l'ego positif qui se réveille, l'orgueil en disant « Ok, je vais te montrer qui je suis ». Ça peut être un orgueil très positif aussi, tu vois. Donc, il ne faut pas le nier, celui-là. Par contre, l'orgueil qui te fait être insupportable et écraser les autres ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas la peine d'aller là-dedans. Mais par contre, l'orgueil de te dire je vais te montrer qui je suis, il peut être un bon moteur aussi, tu vois. C'est pas non plus tout à jeter dans l'orgueil. Bien sûr, bien sûr. On fait un saut dans le temps. Donc, tu as appris ton métier sur différentes scènes, différentes productions. Arrive 2017. Et là, tu franchis un step. Tu es héroïne de la série Blockbuster. C'est là qu'on se rencontre, en fait, C'est là qu'on se rencontre, exactement. Ça fait déjà 6 ans. C'est incroyable. Et donc, c'est Le Tueur du Lac. Donc là, tu arrives pour le groupe TF1. C'est une fiction événement en prime time qui cartonne. Tu penses que c'est le moment où c'était le plus important ? C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est pas ça qui te fait, en tout cas, naître auprès du grand public ? On va leur poser la question après. Alors, exactement. Ça m'intéresse. Je sais pas du tout. Moi, je vous dirais ma sensation, mais ça veut peut-être pas dire que c'est toi, ça s'était déjà joué avant, tu penses ? Ah ouais, moi je crois. À quel moment ? C'est petit à petit. Ça me ressemble. Et je parle, moi, de l'explosion. Ah, tu veux dire l'explosion ? Mais moi, j'ai pas eu l'impression d'une explosion. En fait, ce qui est marrant, ce qui est très drôle avec Julie, c'est qu'elle est arrivée là tout à l'heure en vélo. Je lui dis, il y a des gens qui viennent de toute la France. Elle dit, ah bon, mais pourquoi ils viennent ? On a l'impression qu'elle ne se rend toujours pas compte du niveau de popularité, d'expertise et de ce que tu représentes pour les gens. Donc, ah non, mais vraiment pas. C'est très drôle. Et comment dire, mais moi, c'est les gens qui viennent me voir pour me parler, c'est mes sœurs, quoi, c'est mes frères, c'est pas des fans, c'est-à-dire que c'est pas possible. Par contre, on a un lien. Oui, effectivement, c'est pas. Mais non, j'ai pas conscience de ça et j'ai pas trop envie, en fait, de ça. C'est pas quelque chose que. On en reparlera ça un peu plus tard, d'ailleurs, sur ta façon de communiquer, etc. Mais alors, d'après toi, si c'est pas sur Le Tueur du Lac et vraiment cette exposition gigantesque de TF1, en fait, d'après toi, tu n'aurais. Tu as raison, c'était un gros succès. Ah, quand même. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est quand même des millions de gens. Oui, c'est vrai que ça en a fait un gros succès. Moi, j'ai eu l'impression que ta carrière a commencé à décoller là, quand même, encore plus, tu vois. Toi, tu l'as pas vu ça ? Encore plus, peut-être, ouais. Après, il y a le bazar de la Charité. Alors, ça, c'est encore après. Là, il y a une explosion. Là, je vois une deuxième explosion de la Charité. Moi, j'ai pas senti l'explosion avec Le Tueur. En fait, c'est parce qu'en fait, t'as pas le retour du public immédiat, en fait. Ok. Donc je me suis pas rendu compte que Le Tueur a fait que dans la rue tout d'un coup tout le monde en connaissait. Il n'y a pas cette explosion fantasmée qu'on a de dire un jour tu n'es pas connu, un jour tu es connu, tout le monde vient te voir. Franchement, il n'y a pas eu un jour avant et un jour après. Donc c'est pour ça que moi, il y a eu un jour avant et un jour après, pour moi, avec un petit personnage que j'avais joué sur France 2 avec Michel Bernier, qui s'appelait Vanda, dans La Smala sans mêle. C'est que d'un coup, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant-après à cet endroit-là, tu vois, parce que le public a vraiment aimé ce personnage. Donc, je l'ai senti, ça. D'accord. Après, il y a eu Le Secret d'Élise, qui a été vraiment un très beau projet artistiquement fort, bien réalisé. Le personnage a touché. Il y a eu Innocente aussi, tu vois, sur France 3, qui était rôle très intense. Tu vois, ça s'est construit. Et peut-être Le Tueur, effectivement. Mais la vraie explosion, peut-être, si on doit en parler d'une, c'était plutôt le bazar de la Charité. Ou là, c'est encore une étape au-dessus. Parce qu'il y avait en plus Netflix, et donc il y a eu une aura plus internationale. Il y a eu un endroit où j'avais des messages du monde entier, et ça, c'était rigolo. Tu vois, de dire qu'il y avait des gens qui pouvaient me voir et me faire des retours qui venaient du Brésil. Ouais, c'est génial, ça. Ah, quand même. Voilà. Donc là, oui, peut-être que je peux te le dire. Et il y a eu vraiment dans la rue, après le bazar de la Charité, dans la rue, c'était plus évident. D'accord, donc c'est ce step-là, finalement, si tu me parles c'est plutôt le bazar de la Charité. Et avant, il y avait de la gentillesse, des échanges et tout, mais j'ai pas eu le truc un peu oppressant qui, tout d'un coup... Ok, ça, je m'y attendais pas. D'accord. Alors, c'est des questions que je voulais te poser aussi. Tu as su, et ça c'est assez rare, on est dans une époque où tout va très très vite, on joue à fond la carte de la surmédiatisation. Toi, tu fais un pari complètement inverse. Tu es très discrète sur ta vie privée. Tu trouves, ouais. Plutôt, oui, par rapport en tout cas à d'autres actrices ou d'autres acteurs. Ah, oui. Ça, c'est un choix délibéré. Parce qu'il y a des acteurs qui vont encore plus dans la discrétion. Lesquels ? On n'en parlera pas parce qu'on ne sait pas, en fait. Je parle d'acteurs connus, moi. Je parle d'acteurs de ton... Il y a des acteurs connus qui ne... par exemple, Cécile de France. C'est vrai.
Je l'adore, cette fille. C'est vrai. Elle va, on ne sait pas, je crois. Je ne suis même pas sûre qu'elle a des enfants, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle habite dans sa campagne. Il y a un truc, j'adore cette actrice. Tu vois, c'est des inspirations. Même Sophie Marceau est hyper discrète sur sa vie privée. Oui, c'est vrai. Alors, c'est les paparazzis qui l'embêtent. Est-ce que tu étais inspirée de tout ça ou c'est vraiment un... Non, c'est juste des filles que je sens. Oui. Tu vois, et j'aime bien leur démarche. Je ne me suis pas du tout inspirée de tout ça. Je vais aller plutôt vers qui me ressemble. On est d'accord. Donc, ça me ressemble. Donc, je pense qu'elles vont encore plus dans la discrétion, ces filles, tu vois. Et moi, je vais dans l'espace le plus discret possible. Donc, c'est pas totalement discret quand même, mais qui me ressemble. Et je suis OK pour donner 2-3 trucs pour continuer à créer ce lien. Mais... dans les limites de ce que tu peux supporter. Oui, et puis parce que je joue le jeu quand même d'aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant le média qu'on a pour avoir, nous, notre mot à dire et nous exprimer comme on a envie d'être, de véhiculer l'image qu'on a envie de véhiculer. Mais un petit peu, tu vois. Ouais, un petit peu. Mais ça suffit parce que regarde, ils sont là, tu vois, donc ça suffit. Ravi d'être là. Je communique quand même. Elle communique assez ? Ils nous diront après. Ils diront après. Peut-être que du coup, on va passer, parce qu'on parle beaucoup de vous depuis tout à l'heure, est-ce que ça ne serait pas le moment de passer à nos questions du public ? Alors, bonjour Julie. Moi, ma question, c'est en fait la transition du théâtre au cinéma. Est-ce que c'est les mêmes émotions quand c'est vraiment en public direct et quand on est au cinéma devant des caméras et toute une équipe technique? Est-ce que... quand, en tout cas, vous donnez vos émotions en termes d'actrice, ce sont les mêmes. Est-ce que vraiment vous sentez la différence entre quand je fais... Voilà, c'est ça ma question. Mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, je viens du théâtre à la base et on a une émotion tellement intense à la première, par exemple, et je dirais que ça n'a rien à voir parce que tu as le retour direct du public, tu vis une émotion avec le public. C'est un lien très fort en fait qu'on a immédiat. En tournage, c'est par petits bouts, c'est des moments de grâce qu'on peut avoir sur une prise, sur un moment, et puis surtout, donc on le fait dans le désordre en plus. Donc c'est comme un puzzle en fait, tu sais pas si tu fais bien ton personnage, tu as fait cette scène et ça revient en arrière et ça dure 3 mois et tu peux commencer par la scène de fin, tu peux ne pas connaître ton partenaire qui est en fait l'homme de ta vie depuis 15 ans alors que tu le connais pas au HMC, tu vois, c'est assez fou et c'est assez magique de voir, c'est un peu la fragilité de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans cette scène. À chaque fois qu'on réussit une scène au cinéma, c'est un peu magique. Tu dis, waouh, ok, on était arrivés alors qu'on ne se connaissait pas, on a fait croire qu'on était ensemble depuis 15 ans. Et voilà, tous ces petits trucs se mettent en boîte. Et à la fin, tu as une œuvre qui est finie, quoi, qui est en boîte. Et on la montre longtemps après au public. Donc moi, je suis passée par d'autres émotions dans ma vie. Je suis sortie du rôle et tout. Et quand je reçois le retour du public, tu fais, ah ouais, waouh, ah c'est vrai, oh, vous avez vécu ça, mais moi, c'était il y a longtemps. Et donc c'est très étrange, je ne le reçois pas comme un cadeau direct avec le théâtre. Le théâtre, on travaille pendant longtemps le rôle et on a un trac absolu quand on va faire la première d'ailleurs, mais tu as envie de mourir dans ces moments-là. Donc cette émotion est tellement intense que tu partages avec le public et tout d'un coup, si jamais tu fais rire ou tu es applaudi à la première, tu as une espèce de vague, tu as l'impression qu'il y a un tsunami qui te monte, je ne vais jamais survivre à ce moment-là, tu vois. Donc c'est du direct, et puis t'as l'amour du public. Voilà, toi, t'es venu plusieurs fois me voir en plus sur scène, et t'as l'amour du public qui arrive tout de suite, donc c'est très fort en fait. Mais c'est direct, c'est intense. Et par contre, après, c'est fini. Plus jamais on ne verra ça. Donc c'est magique, la rareté, elle est là. La beauté, la grâce qu'on a dans le tournage où ça se met dans un... On ne sait pas pourquoi ça va arriver, ça va se faire et tout, c'est magique. Là, c'est maintenant ou jamais de voir ça. Et demain, ce sera autre chose. Il s'est passé des choses sur scène que vous ne verrez jamais. Vous ne savez pas du tout ce que j'ai fait hier ou avant-hier. Vous êtes venu là et donc vous l'avez pas, ce moment magique. Bonjour. Moi, personnellement, je vous ai découverte dans Plan B sur TF1. En fait, moi, j'avais une question par rapport à une autre série que vous avez faite récemment, L'école de la vie. Oui. Quand on vous regarde, en fait, on a l'impression qu'on a
comme prof, on a déjà eu cette prof-là chez nous, ça nous a inspiré, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous, justement, pour faire ce rôle, vous avez été inspiré par quelqu'un en particulier, par une prof en particulier, ou est-ce que justement vous avez dû vous mettre dans la peau de quelqu'un? Comment ça s'est passé concrètement? Merci déjà, merci. J'ai adoré ces deux rôles-là, Plan B et l'école de la vie. Et écoute, je me suis inspirée, j'ai rencontré une prof de français pour ça, et elle m'a passionnée, quoi. Donc c'est ce que j'aime bien faire, c'est souvent rencontrer des personnes qui ont la même problématique que le personnage. Et donc cette femme, cette prof de français que j'ai rencontrée m'a parlé de la passion qu'elle avait de transmettre les auteurs, de voir à l'adolescence comment tu peux créer le citoyen de demain, comment tu peux lui insuffler des idées, des pensées d'auteur, à quel point c'était si important pour elle, et la beauté des mots. Elle m'a transmis tout ça, elle m'en a parlé, et je crois que mon travail, en fait, ce sera de choper l'essence ou le moteur d'une personne. Alors là, pour le coup, c'était une prof de français passionnée qui était dans l'entraide et dans l'écoute de ses élèves et tout ça, qui était bienveillante et tout. Donc là, choper son moteur de pourquoi elle avançait dans la vie. Et quand je sens ça, après, c'est comme si je le prenais et moi, je le fais mien après, par contre. Je l'imite pas, elle, mais je comprends son moteur et j'avance avec elle après dans un rôle. Et puis dans ta personnalité, c'est ce qu'on disait, il y a l'hypersensibilité, il y a la femme très très déterminée, donc il y a aussi plusieurs choses à raconter. Ouais. Je peux aller vers... Oui, c'est ça, en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que tu explores ton humanité. C'est ça. En fait, peut-être que j'avais adoré faire un rôle dernièrement qui s'appelait Dans la maison d'en face, une femme complètement manipulatrice et victime, femme-enfant, victime, qui se victimise, manipulatrice, ce que je faisais jamais avant, parce que je faisais plutôt les femmes fortes, courageuses, dans la résilience, on m'a apporté ça. Et j'ai adoré ce rôle-là parce que c'est aller explorer quelque chose que je ne fais pas forcément dans la vie, mais ça a été tellement grisant. Et j'ai réussi à pleurer, mais comme ça, alors qu'elle faisait juste pour manipuler. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que j'ai compris son mécanisme et je me suis régalée à jouer aussi cette femme-enfant qui se victimise, qui n'est pas du tout les mêmes traits de caractère. Et je l'avais en moi. Et c'est là que tu te dis, mais je l'ai en moi. C'est dingue. Je l'ai en moi parce que y a des héritages aussi, tu peux aller chercher chez ta famille, c'est intéressant. Sur ce que tu as vu et tout, chez les copines et tout, puis tu l'as en toi parce que tu es humain. Et donc, peut-être que ça faisait partie de 2 ou 5% de ma personnalité, et d'un coup, je l'ai grandi à 80%. Et c'est ça qui est super passionnant, parce que tu vas aller explorer. Alors là, j'aime bien changer de couleur, de coupe de cheveux, de trucs et tout. Comme ça m'aide à vraiment partir loin de moi. Tu vois, ça m'aide vraiment dans ces cas-là. Un vrai forcément, tu es en immersion dans ton rôle. Comme ça, tu sors vraiment de toi. Mais ces deux dont ils parlent, c'est vraiment, ils sont proches de moi aussi, peut-être un peu plus que cette grande manipulatrice. Merci, Lies. Est-ce qu'on a une autre question? Allez. J'aurais une petite question. Je souhaitais savoir, en termes d'objectifs, en termes d'ambition, quel serait pour vous l'aboutissement de votre carrière en termes de rôle, en termes de réalisation ou en termes de film? Waouh! T'as vu les questions qu'il pose? Ils sont meilleurs que les journalistes. Il vient jamais pour rigoler, Adrien. Ah ouais, ça rigole pas du tout. Tu fais quoi dans la vie? Dans l'événementiel. D'accord. Tu sais, l'aboutissement d'une carrière pour un artiste et tout ça, c'est tellement de doutes, c'est très complexe à répondre à cette question parce que ce serait la mort, quoi, la fin. Ah, ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en perpétuel... En tout cas, pour moi. Je parle encore pour moi parce que sinon, si je parle pour les autres, ils vont m'engueuler parce qu'ils ne pensent pas du tout pareil. C'est ta masterclass en même temps. Donc pour moi, c'est le chemin le plus important et pas la finalité. Même si je vise une sorte de finalité. Il y a un objectif. Mais ce qui est beau, c'est tout ce que je vais faire le long de mon chemin, quoi. Et là, comme je disais, donc l'aboutissement et tout, il y a plein de rêves, il y a plein de choses que je veux faire, pour répondre à ta question. Et j'ai pas envie de penser à l'aboutissement total. J'en ai peur, en fait. C'est-à-dire que, et donc, c'est tous ces doutes, toutes ces remises en cause. Alors, je vais aller voir ce rôle-là. T'imagines s'il y a un rôle qui arrive en disant « Waouh, ça y est, c'est l'aboutissement de ma carrière. » Mais qu'est-ce que je fais après?
C'est comme ceux qui ont les JO, qui ont leur médaille d'or. Ouais. Aux JO, qu'est-ce qu'ils font après? Tu peux plus faire mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et donc, non, il faut retrouver... C'est pour ça que c'est dangereux, presque. Il ne faut pas qu'il y ait de fin, en fait. Un artiste doit se renouveler. Déjà, j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose, de la même matière artistique, mais on l'exprime différemment. On va le comprendre là. En fait, l'âme humaine et j'ai envie de dire que c'est sans fin, en fait, de l'explorer et d'avoir des rôles qui me font prendre conscience de qui je suis, créer le lien encore plus avec les gens, et encore en ce moment, on a encore plus besoin de trouver un sens et de trouver du réconfort avec l'amour et le lien qu'on peut se créer avec... Même la fiction fait partie de ça, hein, de tout d'un coup, on va sortir de nous parce qu'on va vivre l'histoire d'amour qu'on vit là, on vit l'histoire de passion, de bagarre contre quelque chose, d'apprentissage et tout avec le personnage. Et moi aussi, en tant qu'actrice. Donc, je peux te dire que dans mon parcours, j'ai envie de rôle, j'ai envie de faire une badass, une femme qui se bagarre. J'ai envie de faire peut-être j'ai pas joué une vraie intrigante, calculatrice et tout ça. J'aimerais bien parce que c'est des parts de moi que j'ai pas explorées en fait. C'est tout ce que j'ai envie d'explorer. T'as été enquêtrice, t'as été religieuse. Est-ce que tu pourrais passer côté méchante à un moment? J'ai envie, c'est là ce petit rôle que j'ai bien aimé, tu vois, du côté manipulatrice et tout, ça m'a plu, donc j'aimerais bien explorer pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui aussi, de quoi on est fait, pourquoi il y a autant de colère, c'est aussi intéressant d'aller voir ça. Tu pourrais refuser des rôles? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne voudrais pas jouer? Je pense oui, ça va dépendre parce que on a peut-être une sorte de responsabilité à un endroit. Je pense que je pourrais jouer tous les rôles, mais si le film ou le support, le message du film n'est pas quelque chose que j'aime ou dans lequel j'adhère, je pense que je ne pourrais pas y aller. D'accord. Ce sera vraiment ma limite. Si c'est un message positif sur un truc sombre que je peux faire, oui, mais j'ai toujours envie qu'il y ait un message positif, qu'il y ait de la lumière quelque part. Pas forcément porté par toi, du coup. Non, voilà. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour que le message passe bien, je suis contente. D'accord. Mais si ça amène voilà. Et après, pour donc tous ces rôles que je rêve d'aller explorer de la nature humaine pour comprendre mieux mes proches, les amis, d'où on vient et toute cette matière et tout, j'ai envie d'aller l'explorer. J'ai envie d'aller faire peut-être un seul en scène, tu vois, ça c'est un nouveau truc que je n'ai pas fait pour aller explorer ça. Et voilà, et peut-être un jour réaliser quelque chose. Donc j'écris beaucoup, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc c'est un processus pour aller jusqu'à réaliser quelque chose, pour porter un message. Mais alors c'est tellement de pression, tellement de trucs. Donc voilà. Mais j'espère que ce sera pas l'aboutissement, qu'il y aura encore plein de rêves, plein de choses. C'est la base de l'âme humaine. Et puis l'artiste, je pense, a besoin de encore avoir quelque chose à dire. Tu as envie de vibrer encore sur plein de projets et de te découvrir. J'ai l'impression que c'est hyper important. Tu t'en parles beaucoup, en tout cas là aujourd'hui. Ouais. Ça te permet de te découvrir, de te connaître aussi et d'aller puiser certaines choses. On a l'impression que c'est important dans ta démarche. C'est une générosité très égoïste. Oui. C'est-à-dire que c'est grâce au rôle, au public, cet échange, à ce lien. Donc il y a un vrai moteur de partage, donc de générosité à un endroit, mais pour moi, mais tu sais, la vraie phrase, c'est connais-toi toi-même, hein, c'est une vraie démarche pour aider les autres. Donc il y a un truc qui passe par toi pour après, tu vois, l'échange vient. Donc il y a un truc aussi, pour moi, sinon je ne le ferais pas avec autant de passion, autant de moteur. Très juste. Très juste. Peut-être toi aussi, hein. Tu sais, oui. En posant des questions à des artistes, ça doit te faire écho, et à la fin, tu dois dire peut-être que moi aussi. Déjà, ça nourrit. Ça permet de se questionner sur tout un tas de choses aussi. Donc évidemment, moi, je sors grandi de chaque entretien. Moi, je sors grandi de chaque rôle, en fait. J'ai dit, mais j'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir ça. Ou alors, je me sens tellement plus proche des gens qui ont souffert de ça maintenant. Donc après, quand je m'approche d'eux, je me sens plus... C'est une phrase bateau, mais le donner, c'est recevoir, c'est vrai. C'est vrai. Alors, une troisième question. Bonjour Julie. On parlait de dissocier sa personne en tant qu'acteur et son personnage. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont affecté personnellement? Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont angoissé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où vous avez beaucoup pensé?
affecté, ouais, il y en a quelques-uns. Oui, j'arrive à dissocier, c'est vraiment le but ultime. Mais il y en a quelques-uns où j'ai pu dissocier, mais parce que je pense que j'en avais besoin et qu'il fallait que j'apprenne quelque chose, tu vois. Et dans ces cas-là, je pense que Plan B fait partie des rôles les plus difficiles que j'ai joués, parce que la série était très profonde et elle parlait de choses beaucoup trop spirituelles, beaucoup trop... Enfin, spirituelles dans le sens... il n'y avait pas de religion là-dedans. Il y avait un message sur la vie, le sens de la vie, qui était vraiment très profond. Et donc, il ne peut pas laisser indemne quand tu le joues. Tu te poses forcément les questions et tu as Julie qui se pose les questions. Donc, forcément, ça m'impacte moi. Et je pense que ça a impacté le public aussi. À un endroit, les gens m'ont dit des choses très fortes. Ça les a aidés, ça les a libérés, ça les a fait se poser des bonnes questions aussi. Donc, voilà. Donc, celui-là, il était vraiment dur de se dissocier. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et je dirais aussi Apprendre à t'aimer. Non, ça s'appelait. Oui, c'était Apprendre à t'aimer de Stéphanie Pionka. C'était Apprendre à t'aimer, parce que je me rappelle plus. Au début, ça s'appelait un autre titre, mais c'était Apprendre à t'aimer sur la trisomie. Là, j'ai grandi moi en tant que personne. C'est-à-dire que tellement j'ai pris une claque de comprendre l'intérêt ultime d'être confrontée à la différence, de ce que ça peut apporter de merveilleux. Et donc d'un coup tu grandis en tant que personne tellement fort que tu peux pas ne pas être impacté par je peux plus regarder le film, quoi. C'est-à-dire, je pleure, mais et en même temps c'est tellement beau, et j'ai encore le contact avec cette petite Naomi qui grandit bien et tout, et donc ça j'ai pas été capable de, et c'est ok en fait, les deux rôles c'est ok. Par contre pour le cancer et tout, là j'ai dissocié parce que c'est trop compliqué. Donc j'ai réussi, tu vois. Il y a des rôles pour mise à nu qui étaient difficiles. C'était sur le revenge porn, elle se faisait, c'était horrible, agresser et tout ça. Ça, j'ai dissocié. Ah mais vraiment, c'était impressionnant. Mon mari m'a dit, waouh, là tu vas pas aller faire ce film, ça suffit, j'en ai marre. C'était après Plan B, et tout ça. Et en fait non, alors là je te promets, je dissocie, pam. Et oui, et ça n'a pas impacté la qualité. J'avais très peur de ça. Et ça n'a pas impacté, c'est mon premier prix d'interprétation en plus, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas ça la méthode du coup ? Ben voilà, vous me posez la question. Je pense que c'est pour ça que quand tu t'impliques trop, tu y mets de toi, donc tu vas peut-être pas forcément trop loin parce que tu dis c'est trop dur, est-ce que je vais vraiment poser cette question ? Ah ouais, tu as tes propres freins inconscients en fait à un endroit. Mais et à mise à nu, j'ai réussi vraiment à dissocier, c'était incroyable. Et ça m'a pas manqué d'émotion quand même, tu vois. Très très bien. Question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à toutes les questions que vous avez. Les questions sont brillantes. Hein, Dis donc, donc, je vous félicite. Il y en a plein que j'efface du coup là. Vous m'avez volé. Très très bien. Allez, une autre question ? Oui, Julie, on a beaucoup parlé de votre rôle d'actrice. Est-ce que vous pouvez nous révéler différentes choses concernant votre rôle de maman, peut-être la place que vous avez en tant que maman et actrice? Comment est-ce que ça se... Donc comment je gère l'équilibre maman-actrice en fait. C'est vrai que ça provoque beaucoup de questions en fait, ça. Ouais. Les gens se demandent comment on fait parce qu'ils ont l'impression qu'on tourne tout le temps. Et donc ils se disent mais comment elle fait pour s'occuper de son enfant, et ça préoccupe les mamans souvent. Parce que c'est vraiment une question qu'on peut se poser dans notre société. Comment on fait pour être toutes les femmes à la fois ? Je me dis que c'est ça que les gens me posent en question. Et c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise question, ça, au contraire. Ça renvoie à plein de choses. Évidemment, la place de la femme dans la société, ça évolue dans le bon sens. Mais effectivement, on sait qu'il y a beaucoup d'actrices qui ont fait ce choix-là, de mettre en tout cas la parentalité de côté ou d'attendre. C'est vrai, il y en a. Hein. Évidemment. Et tu as fait ce choix tu t'es dit, je peux mener les deux aspects carrière de ma vie en même temps. Ça t'a pas pénalisé ? Non. Ouais, c'est vrai que par contre j'ai eu beaucoup de questions. Je me dis comment je vais gérer ça, parce que comme on vient d'en parler, c'est une passion, c'est un truc qui me brûle. Donc j'aurais très mal vécu que ça s'arrête pour faire la place à la mère. Donc c'est intéressant. Ça c'est intéressant, faire la place à la mère. Pour rebondir sur la question. Si j'oriente là-dedans parce que là je peux y répondre. Et comment tu as fait la place à la mère justement alors que tu étais en plein boom? Oui, et puis d'ailleurs il faut laisser la place à la femme aussi. Aussi, l'actrice, pour la le femme, mari, la mère, on est beaucoup à l'intérieur de nous.
C'est fatigant. Hein. Trop. Et c'est vrai que ça met beaucoup d'angoisse. Tu te dis... En fait, c'est mon premier bébé, moi, ma carrière. Donc, c'est tellement d'investissement, tellement d'attente, tellement tu le nourris, tout ça, et tu as envie que ça grandisse et tout. Et tu ne veux pas que ça s'arrête. Et en même temps, il y a quelque chose qui te pousse à te dire, est-ce que je peux faire tout à la fois ? Et c'est vrai que la vie privée, pour moi, c'est un socle, il y a un réel épanouissement aussi dans la vie super intime qui est importante. Et donc, je me suis dit, il va falloir que les deux se développent. Et heureusement que j'ai eu le courage de faire l'autre partie. Mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc, pour répondre à la question que les gens se posent souvent, on ne tourne pas toute l'année. D'accord. Mais vraiment pas. Pour une actrice comme moi qui tourne beaucoup, c'est maximum 6 mois de l'année. D'accord. Quand tu mets bout à bout mes tournages, il y en a peut-être qu'on peut faire 8 mois, mais alors là, c'est rare. Quoi. Donc ça veut dire que j'ai les 6 autres mois de l'année pour faire de la promo, pour faire des séances photos, on fait plein de choses. Hein, attention, on fait pas rien pendant ces 6 mois. Donc, on prépare les rôles et tout ça, mais je suis à la maison. Je suis là et je peux m'occuper de... C'est pas incompatible. Voilà. Est-ce que ce rôle de maman, ce rôle à vie, t'a fait grandir dans ton jeu d'actrice, où tu t'es dit non, c'est complètement dissocié? Un enfant, ça fait vivre des émotions qu'on ne connaissait pas avant, notamment. Est-ce que ça t'a enrichi? J'ai réussi à très bien jouer la maman avant d'être maman. D'accord. Donc ça, c'est une réponse qui est importante parce que je joue une femme manipulatrice alors que je ne le suis pas. Je joue une maman alors que je ne le suis pas. C'est possible. L'actrice va chercher un endroit universel. C'est le but. Je vais pouvoir jouer une tueuse à gages alors que je ne tue personne. A priori, tu n'as jamais tué personne. Tu vois. Et donc, le but est quand même... Voilà, c'est pas parce que je suis maman que je joue mieux la maternité. Je l'ai joué avant, dans Le Secret d'Élise, c'était incroyable. J'ai joué enceinte, j'ai joué la maman, et tout le monde m'a dit c'est incroyable, la maman que tu joues. Je sais, mais je ne sais pas ce que c'est, moi. Je l'ai deviné. C'était marrant, même si j'avais pris un faux ventre de femme enceinte que je jouais avec, je dormais avec pour savoir comment on se déplaçait. Je l'ai fait, j'ai trouvé le truc. Mais... Est-ce qu'avec le recul, quand tu es devenue maman, tu te dis oh, j'aurais dû le jouer comme ça finalement, ou tu étais dans le vrai? Non, il y a 2-3 trucs que tu peux améliorer, mais n'empêche que le monde émotionnel que j'avais développé était le bon, quoi. Très, très bien. C'est intéressant, ça, hein, te dire. Et par contre, l'arrivée d'un enfant, moi, je dirais qu'elle connecte plus à l'humanité. Donc, elle l'ouvre. C'est tellement complexe ce qu'on vit, tellement difficile de comprendre ce qui nous est arrivé. Tout, c'est une vraie mutation pour une femme. Pour un homme aussi, je pense. T'es papa ou pas? Donc, c'est une mutation quand même pour les hommes. Mais nous, on a une mutation aussi physique. Hormonale, tout. Donc la mutation est toujours très intéressante. Ça t'ouvre vraiment à plein d'autres choses. Ça donne encore plus envie de découvrir les autres. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'on est maman, il y a un côté, je ne sais pas si toi, tu es maman, donc tu peux le dire, mère de l'humanité, quoi. On est mère de tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on est plus connecté à... On est plus sensible à d'autres choses et on remet les priorités là où elles doivent être aussi. Oui, mais je comprends mieux certaines choses. Oui, bien sûr. On comprend mieux. Voilà, je pense que c'est... Bien sûr. Donc ça m'aide à comprendre mieux une tueuse à gages, par exemple. Donc rien à voir avec la maternité, tu vois. On n'est pas forcément obligé de... Et par contre, cette bataille mère, actrice, donc femme... c'est plutôt une bataille entre guillemets féministe. On a besoin aujourd'hui de se dire c'est possible, mais c'est la place de la femme dans la société, c'est qu'on la réduise pas à quelque chose. On peut être ça t'a pas pénalisé C'est une bataille. D'accord. C'était une bataille. J'avais fait une masterclass avec une amie, Estelle Mosley, qui est une grande boxeuse, championne olympique et championne du monde. Et vous irez voir d'ailleurs cette masterclass qui est passionnante. Et elle explique que clairement, le jour où elle a annoncé qu'elle était enceinte, alors qu'elle était championne olympique, championne du monde, elle perd des contrats en télé, elle est mise de côté. Enfin, c'était compliqué pour elle. Pour les sportifs, je crois que c'est celles qui sont les plus impactées, je pense. Et t'imagines les danseuses étoiles. C'est mort. C'est terminé. Oui, et c'est normal. Et après, par contre, il faut revenir, il faut pas lâcher. T'imagines l'exigence qu'on leur demande pour pouvoir revenir juste pour faire un bébé, comparé aux hommes à qui on ne demande pas ça. Pourtant, ça les impacte. Hein. Tu te sens féministe? C'est une question. C'est une question. C'est une vraie question. À ton avis. Et qu'est-ce que c'est? Oui, alors, mais
Alors, c'est très intéressant parce que la cause féministe, souvent, malheureusement, par des excès, on pourrait croire qu'elle est un peu dévoyée ou on ne comprend plus trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme ? Déjà, à la base, c'est les droits égaux entre hommes et les femmes. Tout simplement. Déjà. Ouais. Donc déjà, qui n'est pas féministe ici ? Ceux qui ne veulent pas qu'on ait des droits égaux, déjà, il faut qu'ils m'expliquent. Et donc, ça veut dire là, on aura une vraie discussion. Bien sûr. Et là, tu sais que depuis hier ou avant-hier, je crois que ça tourne sur les réseaux sociaux. On dit que les femmes ont arrêté de travailler jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a encore des inégalités salariales. Ne serait-ce que ça. Alors, on ne pourra jamais être égal. Je parle, là, c'était les droits. Mais égal, parce que nous sommes différents. Là, même, tu as même la question du genre aujourd'hui qui est en train de se poser pour nous trouver une égalité, une espèce de topo qui nous permettrait de ne pas mettre les gens dans les cases. C'est absolument incroyable que ça arrive, ça. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je suis complètement d'accord, surtout, je ne comprends pas forcément tout. C'est une jeune génération qui arrive et qui a des réponses, qui a peut-être des clés à nous apporter pour qu'on comprenne mieux l'égalité homme-femme. Voilà, je ne sais pas, j'ouvre la porte, je ne sais pas où on va. Mais ça veut bien dire qu'on aimerait bien arrêter de dire t'es un homme, t'es une femme, et qu'on leur donne moins de droits, et on aimerait qu'on soit juste un être humain. Et par contre, il faut accepter qu'il y a des choses différentes pour les femmes, comme la maternité, qu'on prenne en considération ça. On devrait encore plus les valoriser, encore plus les aider pour qu'elles puissent trouver l'équilibre et soient égales de l'homme en termes de droits. Et toi, ton féminisme, c'est tout simplement ta façon de vivre en fait, et d'être et de travailler, de faire une pause pour être maman. C'est comme ça que tu le valorises ? Moi, je sais pas, mais en tout cas, la femme a le droit sur son corps, et a le droit de décider de sa vie, quelle qu'elle soit. Si elle veut faire 5 enfants et ne pas travailler, c'est son droit. Et si elle ne veut pas en faire, c'est son droit. Enfin, c'est une espèce de liberté d'expression de la femme qui a le droit d'être, en fait, et pas qu'on lui mette d'injonction. Voilà, peut-être que pour l'instant, ça suffit déjà. C'est pas mal, ça serait déjà très et bien. Puis, et puis oui, et effectivement, qu'une femme, j'ai envie de les protéger, les femmes. Ça veut dire qu'il y a une vraie sororité chez moi. Moi, j'aime les femmes profondément. Je suis touchée par les blessures de chacune, mais qu'elles soient militantes, qu'elles soient dures, qu'elles soient douces, qu'elles soient blessées. Enfin, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'adore le mouvement qui arrive parce qu'on se sent toutes proches. Alors, il y en a quelques-unes qui ne veulent pas encore rentrer dedans, mais qu'on se touche. Et il y a beaucoup d'hommes dans notre mouvement aussi. Aussi de se sentir... liées en fait. Et c'est souvent par les femmes que moi je guéris de blessures. D'accord. Il y a vraiment une douceur, il y a un truc qu'on est en train de réveiller. Donc toi, c'est pas militant. C'est pas militant, c'est pas agressif. Les hommes, moi je les inclus, je les adore. On arrive, Julie, dans la dernière partie de cette émission. Il y avait une question là qui parlait du théâtre, du cinéma. Il y a quelques années, je t'aurais posé la question du cinéma, peut-être plus précisément, savoir s'il n'y a pas une frustration de ne pas y être plus présente. On a quand même l'impression d'assister à un changement de paradigme, notamment, et tu en parlais tout à l'heure, avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, Prime, Disney. Est-ce que le cinéma est toujours la référence absolue, ou est-ce qu'on peut aujourd'hui être épanoui et se dire « Ok, moi je ne ferai carrière que sur des projets qui me plaisent, quel que soit le média de diffusion ». C'est quoi ton sentiment là-dessus ? J'opterais plus pour ton numéro 2. Donc, l'essentiel étant d'être épanoui et de vivre des rôles de dingue, et quel que soit le média, tant que ça touche le public. Parce que le but, quand même, étant de raconter une histoire et que ça touche le public, que ça éveille un peu des questions, que ça... Voilà, donc c'est quand même le but de notre média à nous. Donc, oui, quel que soit. Donc, j'irai plus dans cette direction-là, même si... Ça reste prestigieux quand même, le cinéma. C'est un manque pour toi de ne pas tourner plus ? Je pense que c'est dans l'inconscient collectif que c'est prestigieux. Okay. Dans le réel aussi, parce que tu vois, le dernier film qui m'a mis une claque absolue, c'est Le règne animal. Et je crois que ce film, pour moi, allez le voir, c'est incroyable.
Mais il trouve son public et ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que les gens avaient besoin de ça, qu'on parle d'autre chose autrement, mais il aurait peut-être jamais pu voir le jour ailleurs qu'au cinéma. Et c'est tellement magique d'aller le voir dans une salle obscure avec la musique. Elle est dingue, la musique, de vraiment se plonger dans l'univers. C'est une aventure, c'est une expérience. C'est une expérience. Donc j'ai l'impression que ça reste le 7e art. Tu vois ? D'accord. À cet endroit-là, oui, j'ai des frustrations, mais comme disait ce jeune homme qui m'a posé une question, il n'y a pas l'aboutissement, en fait. C'est que c'est mon parcours. Oui. Et donc, j'espère rencontrer dans mon parcours le 7e art. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cinéma. C'est que tout d'un coup, le film que je vais faire aura une exigence artistique qui sera à la hauteur du 7e art. C'est-à-dire de poser des vraies questions, d'être avant-gardiste, d'amener une vraie solution à la société, un vrai questionnement, une vraie modification. C'est incroyable, c'est l'art, quoi. Comme une peinture, comme tout d'un coup de la grâce, en fait. Que tu touches la grâce, quel que soit le support. Donc je réponds, je fais un saut en entrée de réponse parce que ce serait tellement réducteur que de dire ça. D'accord. Parce qu'il y a des films qui ne vont pas t'apporter, au cinéma, qui ne vont pas t'apporter cette réponse. Donc ça dépend quel film, quel metteur en scène, quel sujet, et tu peux les trouver en plateforme et en télé. Cette petite beauté-là. Ce qui est sûr, c'est que là, le regard, ça fait quand même un moment, a complètement changé. Avant, si tu faisais pas du cinéma, tu n'étais quasiment pas considérée actrice. Aujourd'hui, quand on voit une fiction comme Les Combattantes, avec des super productions, des super budgets... Puis maintenant, tu as les acteurs de cinéma qui sont venus beaucoup faire des séries et qui se sont rendus compte que c'était bien plus dur de faire une série que de faire un film cinéma. Exactement. Donc là, d'un coup, ça a calmé. Ouais, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de qualité de jeu. Il y a les sujets, il y a comment on va le faire, quels sont les moyens, donc comment on raconte cette histoire. Sur certains diffuseurs, il va falloir la raconter de cette manière-là parce que c'est leur line-up. Et au cinéma aussi, hein, il y a des exigences de certains producteurs, diffuseurs, que ce soit positif ou j'en sais rien. Et il y en a où tu peux aller... C'est plus le côté d'aller faire, dans mon parcours, quelques petites choses exigeantes, un underground, où je vais pouvoir aller explorer mon art, vraiment. D'accord. Mais que ce soit au théâtre, si finalement je trouve un sujet, là, il y a un sujet qui me passionnait, que je n'ai pas réussi encore à monter, mais qui était sur l'animisme, un truc fou, enfin, ouais, c'est pour ça que ça me parle... Oui, j'ai envie d'aller faire ça parce que je me sens artiste. Et par moments, je vais faire une série qui est populaire et qui va toucher les gens. Mais c'est toujours notre art, puisque si on se fait sortir les gens d'eux-mêmes, s'ils arrivent à être plus heureux, on a réussi notre pari, quoi qu'il arrive. Si c'est du divertissement pur et dur, c'est quand même un art. Bien sûr. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu te considères actrice ou actrice française ? La question sous-jacente, c'est quel est ton rapport à la France, à notre culture ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi, qui est important dans ta construction, ou c'est anecdotique finalement pour toi ? Est-ce que tu te sens française, avec un héritage culturel que tu auras envie de représenter ? C'est intéressant, je ne me suis pas posée, puisque tu sais que moi j'ai des origines un peu de partout. Oui. Donc je me sens... appartenir au monde entier, même dernièrement je vais plus vers les connecter à la nature et aux animaux sauvages et tout, donc je me sens pas appartenir à quelque chose de limité. J'ai pas dit que j'aime pas, mais par contre je me sens française et je suis fière d'être française, parce que comme tout petit enfant d'immigrés, on est très fiers d'être français. C'est-à-dire que mes deux grands-parents venaient de pays colonisés, l'un, et de guerre de l'autre. Enfin, donc quand on est arrivé en France, il y avait cette aire d'accueil, donc les grands-parents ont absolument respecté, et ils en sont très heureux. Donc il y a une transmission très positive d'être en France et d'être française. Donc la culture française, je la respecte et je l'aime profondément, mais je me sens appartenir au monde de mes origines et de ma manière de penser. Mais ça ne veut pas dire que je tourne en anglais et que je vais faire des films américains pour l'instant. J'ai une dernière question à te poser. Parmi tes inspirations, en tout cas au départ, il y avait Sarah Bernard, Audrey Hepburn, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, tu en as parlé. Ouais. Aujourd'hui, et tu vas dire que tu n'en as pas conscience, il y a forcément des actrices, des acteurs qui veulent être Julie de Bona plus tard. Non, jamais de la vie. Forcément. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Merci.
Quel message? C'est absolument pas possible. Je ne l'ai jamais imaginé. Et pourtant, c'est la réalité. Mais non, c'est pas possible. Alors, quel message tu pourrais... J'ai envie vraiment me changer d'idole. Franchement, les gars, je vais jamais pouvoir. Alors, partir avec son vélo, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Non, quel message tu pourras adresser à ces gens-là, pas qui veulent être évidemment des clones, c'est pas le sujet, mais qui voudraient arriver dans ce métier-là et que tu peux inspirer pour le coup. Quel message tu pourrais donner aux jeunes actrices? Ouais, c'est ça, exactement. Qui ont aujourd'hui 15 ans et qui rêvent d'une carrière à la Julie de Bonnard. À la Julie de Bonnard. Alors, quelques conseils, quelques clés. C'est fou ce que tu demandes. Je dirais comme je suis, donc forcément je vais passer par mon prisme à moi, mais de garder une authenticité à tout prix, une vérité, une quête. Il faut que ça brûle, de jamais se laisser abîmer la flamme créatrice et le besoin absolu de faire ce métier. C'est elle, alors là tu parles à une fille, mais elle ou lui, parce que lui seul, j'ai rencontré des jeunes acteurs, personne n'a le droit d'abîmer ou d'éteindre ta flamme. Et que c'est toi et toi seul qui doit aller au bout, c'est ce que je suis, que je pourrais que donner ces conseils qui me ressemblent. Le but. Ouais, voilà, c'est le but. C'est ça. C'est fou de dire ça, que ça pourrait aider quelqu'un. Mais tu n'as absolument pas conscience que là, ta parole pourrait inspirer ou aider quelqu'un? Ouais, c'est vrai que... On va parler tous ensemble. Malheureusement, c'est vrai que j'ai toujours ce petit problème de légitimité, de me dire j'espère que mes mots vont être justes, vont pouvoir aider, mais j'en suis pas convaincue. Je me dis... Alors, encore une fois, comment j'ai réussi à en arriver jusque-là? Tu vois, je me demande toujours, mais je sais pas en fait. T'imagines, ce serait dommage de l'arrêter. Il y a aussi la magie, il y a aussi les choses, il y a aussi la vie. Je vais peut-être me réveiller un jour et je serai plus actrice, je sais pas. J'en sais rien. C'est magique quand même ce métier. Il est fou parce qu'il nous fait sortir de nous, vivre plusieurs vies, comme si c'était irréel. Donc je reviens à ma vie, heureusement que j'ai ma vie, que j'ai construit ma vie et que j'ai une famille et tout, parce que sinon c'est vrai qu'on pourrait partir en cacahuète, avec toutes ces grandes vies magnifiques, ces grands rôles qui nous ont amenés. Donc j'aimerais pas me réveiller un jour et me dire « Oh, c'était un rôle, oh merde !» Tu vois, ou c'était pas vrai. Ouais. Je me dis de croire en cette flamme, en cette vie. Moi j'aime les gens authentiques, alors je te conseillerais d'être authentique. Mais c'est dur d'être authentique. Comment être authentique aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, les caméras, les films, on a déjà une idée de ce qu'on dégage, de ce qu'on est, dans notre image, parce que ça, c'est ton métier. On est déjà dans la représentation, on est déjà en train de calculer, en train de se dire, je vais faire ça pour penser que les gens pensent ça, je vais me filmer en train de pleurer en faisant croire que je suis authentique, alors qu'en fait, c'est pas authentique, tout ça. Donc le vrai conseil, c'est de se foutre du regard des autres. D'être vraiment... si tu veux vraiment que j'aille au fond de mon conseil, ce sera vraiment de se fiche de son image, de ne pas se regarder en train de jouer, de ne pas se regarder, de ne pas réfléchir à comment on va être interprété. Et en même temps, je vais vous dire de réfléchir. Donc tout va être contradictoire. Parce que là, il faut bien que je réfléchisse quand même à ce que je vous dis, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. À un moment, j'ai failli dire une connerie, de dire que si on vous écrase et que vous n'avez pas la petite flamme qui se réveille, c'est que vous n'êtes pas faite pour être actrice. Mais qui je suis pour dire ça? Donc d'un coup, tu dis, mais non, en fait, tout ce que je vais vous avancer avec force et détermination va être forcément contredit dans la seconde d'après par moi. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que si je dois avoir un conseil, tu vois, la fille est folle. T'as compris? Elle nous a bien aidés, là. Oui, parce qu'en fait, tout est son contraire. En fait, j'ai envie de vous dire que dès que vous avez trouvé une idée, mais c'est pareil que dans la maternité, dès que vous avez compris un concept, il faut le casser 2 secondes après. Parce que je pense que toute certitude est très dangereuse. Ok. C'est pas mal comme mot de la fin, Julie. J'étais inquiet là sur le début, puis là tu D'accord. Je pense que c'est bien, c'est d'aller trouver son authenticité, de pas se regarder, et en même temps quand même c'est bien de réfléchir par moment. Donc tout est contradictoire et par contre le vrai mot de la fin peut-être c'est la flamme. Qu'elle s'éteigne pas, qu'elle soit toujours réanimée. Que si vous avez le feu, la flamme et tout, faut y aller quoi. Personne ne peut vous interdire de le faire. Moi, je trouve que c'est un super mot de la fin. C'est pas mal. On va se quitter là-dessus.
C'est donc la fin de cette masterclass. Julie, vraiment, merci pour ce moment. Merci à notre formidable public. Vous avez été brillants et encore une fois, ça nous touche beaucoup de vous avoir compté avec nous aujourd'hui. Je vais passer à quelques remerciements. Évidemment, notre partenaire Sub de Pub, l'école des communicants et des talents créatifs de demain. À l'image, c'était Hugo et Ludovic. Un grand merci à vous deux. Au maquillage, c'était Célia. Je voulais remercier également Jérémy et Adrien pour leur aide si précieuse. On va remercier Marion Motte qui travaille avec toi et qui a facilité toute cette organisation. Oui. Donc un grand merci à elle. Et vous maintenant, vous en avez l'habitude, on vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne Divergent. Voilà, de nouvelles masterclass arriveront très bientôt. Merci Julie, c'était un plaisir de t'avoir, c'était un régal. C'était génial, merci. À très bientôt Julie, merci à toi. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.